d'hémorragie est en fonction de la localisation. On peut avoir des localisations, des hématomes, par exemple, qui peuvent être asphyxiantes. Et là, c'est une détresse respiratoire, c'est vraiment des mesures de réanimation, sinon vous perdez l'enfant. Si c'est une localisation au niveau d'un organe de sens, vous pouvez avoir des troubles de la vision, de l'audition, etc. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ces origines, à ces localisations des hémorragies. La classification de Buchanan, oui, vous en avez parlé, mais bon, c'est bien. On va revenir sur cela dans les leçons sur purpura. En fait, cette leçon, c'est une sorte d'introduction pour les autres leçons qui vont suivre. Hémophilie, purpura, etc. Donc, vraiment, il a balayé, il a ratissé pour vous. Le diagnostic différentiel, j'ai dit maltraitance, attention. La maltraitance peut induire un syndrome hémorragique. Donc là, il faut vraiment faire très attention quand on fait le diagnostic différentiel. Si vous n'en trouvez pas, dites vous n'en trouvez pas. Parce qu'un enfant qui est victime de sévices, il peut saigner. Alors, n'oubliez pas la particularité du nouveau-né. Dr Yacine a donné juste un exemple tout à l'heure. Donc, le nouveau-né, il est vraiment particulier. Il fait beaucoup de syndromes hémorragiques en rapport avec beaucoup de choses, des anomalies constitutionnelles, une immaturité, les particularités de l'hémostase du nouveau-né et les déficits. Par exemple, le déficit en vitamine K peut entraîner vraiment une maladie hémorragique du nouveau-né. Ouais. Donc, arrivez au niveau des étiologies, arrêtez-vous sur le nouveau-né et décrivez un peu quelques aspects des syndromes hémorragiques du nouveau-né et la problématique posée. Au moins, la maladie hémorragique du nouveau-né, il faut en parler. Et certaines pathologies constitutionnelles qui peuvent être à révélation néonatale. Alors, dans l'enquête, vous l'avez bien fait, c'est toujours le contexte, les antécédents, mais surtout, bon, c'est vrai que chez l'enfant, c'est de la naissance jusqu'à l'adolescence. Ce que vous avez fait, c'est bien. Interroger sur la notion de pathologie connue, suivie, mais surtout de traitement anticoagulant. C'est hyper important. Un enfant qui saigne, la première chose qu'il faut demander, est-ce que vous prenez des médicaments anticoagulants? Donc là, vraiment, ça doit être une question systématique. Si la réponse est oui, vous avez déjà une orientation. Si la réponse est non, maintenant, vous continuez vos explorations. Alors, toujours dans ce diagnostic étiologique, c'est comme le début, hein, c'est le type d'hémorragie, la topographie et les signes associés. En hématologie, quand vous faites une recherche étiologique, quand vous trouvez le symptôme, posez-vous la question, est-ce que le symptôme, il est isolé ou il est associé à autre chose? S'il est isolé, vous pensez à une pathologie acquise ou moins compliquée, mais si le symptôme est associé à autre chose, pensez à une cause constitutionnelle, donc une cause syndromique. Et là, c'est l'examen qui vous permet de le voir. Les causes, bon, je ne vais pas y revenir, hein, c'était vraiment très bien détaillé. En général, vous faites anomalie de l'hémostase primaire, anomalie de la coagulation. Anomalie qualitative, anomalie quantitative. Cause constitutionnelle, cause acquise. Et dans les causes acquises, immunologiques, infectieuses, toxiques, métaboliques, idiopathiques, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous classez dans des tiroirs de sorte que le jour où on vous pose une question ou vous recevez un enfant, même si vous n'avez pas appris la leçon, vous aurez au moins une idée sur l'orientation. Les causes ne peuvent pas sortir de ces choses-là. Soit c'est constitutionnel ou c'est acquis, soit c'est primitif, c'est secondaire, ainsi de suite. Donc, trouvez une façon d'explorer les choses. Maintenant, il y a des causes rares qui nécessitent vraiment une attention particulière. Ne vous en faites pas. Si c'est une cause rare, vous avez le temps. Vous vous asseyez, vous réfléchissez. Vous sortez vos algorithmes, vous sortez vos documents et puis vous dites, je suis dans cette situation-là, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, je vais passer à l'étape suivante, je vais faire cela. D'accord? Et c'est de cette façon-là que vous allez trouver le diagnostic. Et quand vous trouvez le diagnostic, vous faites la prise en charge. Même si vous n'avez jamais fait une prise en charge de ce cas, allez-y, interrogez les moteurs de recherche, regardez les articles les plus récents, qu'est-ce qui a été fait, et vous faites le protocole. Vous l'appliquez et puis vous surveillez. Si tout va bien, vous continuez. Si tout ne va pas bien, vous changez. Et vous aurez au moins
une pathologie rare que vous avez diagnostiquée, que vous avez traitée, que vous suivez. Et cette pathologie-là, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous recevez un autre enfant qui a les mêmes symptômes, vous dites, tiens, j'en ai eu un, voilà ce que j'avais fait, mais vous reconduisez la même chose. Et c'est comme ça qu'on apprend et on finit par devenir un spécialiste de quelque chose. Mais si vous venez, vous trouvez quelque chose, vous vous arrêtez parce que c'est compliqué, là, vous ne trouverez absolument rien du tout. Alors, la liste était assez longue, donc je n'ose pas vraiment revenir sur ça parce qu'il fait un peu tard et on est tous fatigués. Et j'ai vraiment apprécié la recherche étiologique. Alors, le traitement, toujours curatif, symptomatique, étiologique. Curatif et préventif, donc symptomatique et étiologique. Et j'ai dit quelque part, ajouter l'éducation thérapeutique. Vous avez cité les moyens symptomatiques. Antalgiques, n'oubliez pas, parce que parfois on peut voir, mais évitez quand même les anti-inflammatoires dans les syndromes hémorragiques. Ajouter l'éducation thérapeutique, voilà, la prévention, vous en avez parlé. Et ajouter également comment on l'appelle, le PFC, le plasma précongelé, dans les moyens thérapeutiques, en attendant d'avoir vos concentrés plaquettaires. Alors, globalement, c'est ce que j'avais ajouté. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas abordés. Vous avez parlé du conseil génétique. Conseil génétique, le traitement prophylactique dans l'hémophilie, vous en avez parlé aussi. Oui, le conseil génétique, j'en ai parlé dans le... Alors, peut-être ajouter la rééducation, la prise en charge des séquelles, parce que dans l'hémophilie, quand vous avez les hémarthroses, à un moment donné, on peut avoir des rétractions et les enfants peuvent avoir besoin d'un traitement orthopédique, d'une rééducation, de traitement physique, etc. Donc, rajouter quelque chose. Peut-être après, les gens qui vont faire la présentation sur l'hémophilie vont approfondir cette partie-là. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'est une présentation qui a été bien documentée. C'est très bien. Il faut que les autres s'inspirent de cette présentation. Et ce qu'on attend de vous, honnêtement, moi, j'attends de vous, à chaque fois que vous présentez, que vous nous dites, voilà ce que j'ai consulté. Je ne vous cache pas la vérité. La science avance et le savoir, il est universel. La connaissance, c'est la démocratie. Donc, si on vous donne une leçon, vous la préparez, vous consultez la documentation, mais vous avez les choses les plus récentes. Peut-être que les gens qui vous écoutent, peut-être ont préparé la leçon il y a de cela 2 ans, 3 ans. Il y a des nouveautés qui sont arrivées sur le marché il n'y a pas longtemps. Donc, si vous faites la documentation, mais vous allez faire bénéficier à vos collègues de ces nouveautés-là, et c'est ça l'enseignement. Quand on vous demande de faire les séminaires dans le cadre du système LMD, c'est qu'on veut que l'enseignant ne soit plus là à vous donner des choses peut-être qu'il a préparées depuis Mathusalem, mais qu'il vient vous donner chaque jour. Donc, on veut que vous soyez au cœur de votre préparation, vous cherchez l'information, vous exposez, et après, on ajoute des compléments d'information, on discute, et puis le cours, il est validé. D'accord? Donc, les autres, s'il vous plaît, faites l'effort de préparer les leçons, ça c'est un élément. Deuxièmement, mettez vos références bibliographiques. Cela permettra à vos collègues, voilà. Par exemple, quelqu'un qui fait une leçon sur thalassémie, qui présente, on vous dit, j'ai pas compris la physiopathologie. Si vous projetez vos références bibliographiques, peut-être arrivé à la maison, il va chercher la référence sur la physiopathologie, il va regarder, il va mieux comprendre. Donc, cherchez vraiment à documenter les présentations. Vous verrez que c'est intéressant. Mais si vous ne préparez pas, c'est difficile après de comprendre. Vous êtes des pédiatres, hein? Vous faites la pédiatrie depuis 3 ans, parfois même depuis plus de 3 ans. On ne vous apprend absolument rien. Tout ce que vous dites là, vous le savez, vous le faites mieux que nous. Mais tout ce qu'on veut, c'est comment organiser les idées pour que ce soit cohérent, facile, digeste à rendre après et à appliquer sur les malades et à dupliquer, parce que vous êtes appelés également à être des enseignants quelque part. Parmi vous, il y aura des gens qui seront dans des écoles, dans des universités à enseigner. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que vous ayez cette approche-là pédagogique. Mais les connaissances, vous les avez. D'accord? Allez, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut lever la séance et se donner rendez-vous demain entre 8h30 et 9h maximum. Donc, on va prévoir 2 présentations pour demain pour ne pas prendre trop de risques sur le temps. Donc, on prépare 2 présentations pour demain.